Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc et bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 11 décembre 2020. Les remontées mécaniques pourraient rouvrir le 7 janvier. Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne l'a annoncé ce vendredi. L'État annonce également des nouveaux dispositifs d'aide. Comment ont réagi les acteurs de la montagne à ces annonces? Nous le verrons dans ce journal. Pour eux, c'est la déception. Les théâtres, cinémas et musées ne pourront pas rouvrir avant début 2021. Ils s'apprêtaient pourtant à accueillir à nouveau les visiteurs dès le 15 décembre. Un coup dur pour tous les acteurs de la culture. Avant de développer ces titres, le Bureau d'enquête et d'analyse, l'autorité responsable des enquêtes pour les accidents graves dans l'aviation civile, s'est rendu à Bonvillars en Savoie ce vendredi. Les enquêteurs ont pu accéder à la carcasse de l'hélicoptère du service aérien français qui s'est écrasé mardi. Les éléments recueillis vont les aider dans l'enquête de sécurité ouverte pour déterminer les causes du drame. L'accident a coûté la vie à 5 personnes. Seul rescapé du crash, le pilote est toujours hospitalisé au CHU Grenoble-Alpes. Ses jours ne sont plus en danger, selon la procureure d'Albertville, Anne Gache. Le parquet d'Albertville a également confié une enquête à la brigade des transports aériens et à la section des recherches de Chambéry. Le Conseil d'État a rejeté ce vendredi la demande des acteurs de la montagne. Ils avaient engagé une procédure de référé liberté pour faire annuler la décision du gouvernement de ne pas ouvrir les remontées mécaniques à Noël. Demande donc rejetée, les remontées seront bien fermées pour ces vacances de fin d'année. Ce matin, une nouvelle réunion a rassemblé les représentants de nos stations et le gouvernement. Une date d'ouverture potentielle a été annoncée. Entre amertume et soulagement, je vous propose d'écouter à ce sujet Alexandre Molin, président des domaines skiables de France. Un domaine skiable n'était pas plus dangereux pour la sécurité sanitaire que n'importe quel autre endroit sur le territoire, voire même était bien meilleur en termes de distance et de permettre aux gens de respirer le bon air frais des montagnes. Après, maintenant, ce dossier nous perturbe, mais il est clos. Nous allons avancer vers notre ouverture au 7 janvier, nous mettre en ordre de marche. Et on nous a annoncé ce matin des mesures d'aide qui sont à la hauteur pour trouver des solutions et que naturellement on puisse survivre, tous les acteurs de la montagne, parce que c'est tout un écosystème, c'est pas que les remontées mécaniques, c'est un ensemble d'acteurs qui avaient besoin d'un plan d'aide spécifique au territoire montagnard, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les travailleurs indépendants tels que les moniteurs, ou pour nous les acteurs des domaines skiables et des remontées mécaniques. Il était indispensable que beaucoup d'éléments soient pris en compte sur la spécificité technique et financière de nos métiers. Il est nécessaire pour nous de pouvoir ouvrir, de pouvoir commencer à travailler et puis de relancer la machine pour la période importante que sont les vacances de février. Je pense qu'on a été entendu, je pense qu'en même temps qu'on faisait la guerre, on faisait la diplomatie pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça doit s'arrêter. Je pense qu'il va falloir dormir une bonne nuit quand même, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, et d'imaginer demain. Mais voilà, on a déjà une sécurité maintenant qui est acquise et qui nous permet de se remettre en bon ordre. On va préparer les ouvertures, on va continuer à sécuriser nos domaines, à les préparer pour l'ouverture, et puis on va contribuer à la sécurisation d'espaces pour que le multipratique, afin que sur tous les territoires, les clients, le peu de clients qui ont décidé de quand même venir, puissent profiter de la montagne et de ses joies. Le gouvernement a également annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs d'aide pour ces acteurs de la montagne. Ces aides s'élèveraient au total à 400 millions d'euros. Nicolas Rubin, le maire de Châtel et coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc, se dit satisfait. Il s'est entretenu personnellement avec le Premier ministre Jean Castex par téléphone. On l'écoute. Écoutez, le pays a démontré à plusieurs reprises, étape par étape, avec aussi le département et la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ces trois entités étaient en mesure d'apporter leur soutien aux acteurs de la montagne par des aides non négligeables. Il faut aussi reconnaître cet effort et aussi cette capacité d'attribution très rapide et qu'une réactivité qu'on ne connaît pas toujours de l'État, il faut le reconnaître, mais là ça a été plus que performant. Ces aides ne viennent pas calmer en totalité, je dirais,
les attentes des montagnards, parce que je le disais à plusieurs reprises, les gens qui travaillent sont des entrepreneurs. Il y a aussi du personnel saisonnier derrière. Ce sont des acteurs avec beaucoup d'énergie à donner à l'endroit de l'accueil de nos clientèles, et les mettre sous perfusion, je dirais que c'est un emplâtre sur une jambe pour le moment, mais en tout cas ils ont une attente qui est la suivante, c'est celle de travailler, de donner leur énergie à défendre, à promouvoir et être les vrais ambassadeurs de notre territoire. Le message insistant que j'ai voulu faire passer, qu'on a voulu faire passer, était celui d'être à l'écoute des voix de la montagne, qui sont diverses et variées, mais qui sont aussi complémentaires et toutes intéressantes à entendre. C'était un peu le message passé, de dire au plus haut niveau de l'État, au gouvernement jusqu'au président de la République: écoutez la montagne, posez-nous des questions, on vous donnera des réponses. Ça permettra aussi d'avoir une aide à la décision, et puis une décision qui est concertée est toujours mieux assumée, mieux comprise sur le terrain, parce qu'il faut se mettre à la place des élus et des responsables locaux, qui doivent aussi répondre de leurs actions auprès des populations, et on doit aussi informer les gens, les rassurer autant que possible. Maintenant, quand les décisions nous viennent du plus haut niveau de l'État en mode pyramidal, sans qu'on s'y attende, ou quand elles changent d'un jour à l'autre avec des décrets d'application qui tardent à venir, on fait baisser le moral des troupes. Donc voilà, des décisions concertées, c'était avant tout, et puis on en appelle toujours à entendre la montagne avant de prendre des décisions pour elle. Mais en tout cas, vous me demandiez si ça pouvait suffire. Dans un premier temps, oui, mais on ne baisse pas la garde, on tient le regard tourné vers là-haut, et puis en espérant que les échos d'en bas arrivent jusque là-haut. Dans le reste de l'actualité, 137 chauffeurs contrôlés et 49 infractions relevées. C'est le bilan d'un contrôle réalisé par les services antifraude lundi dans l'entrepôt de la plateforme Amazon à Sénaux. Ce contrôle avait pour objectif de vérifier le suivi de la durée de travail, mais aussi le respect de la réglementation des transports et la régularité des embauches. Parmi les infractions relevées, la non-apposition du certificat d'assurance sur les véhicules ou leur non-validité, des défauts de contrôle technique ou encore des travailleurs dépourvus de titre de travail. La préfecture a indiqué qu'un travail de fond va être engagé auprès des entreprises de transport pour le suivi de la durée de travail notamment. Ce contrôle intervient alors que les riverains de la zone de l'entrepôt s'étaient plaints de nuisances comme des stationnements anarchiques ou encore des entorses au code de la route aux abords de cet entrepôt. Jean Castex l'a annoncé ce jeudi soir, les lieux culturels ne rouvriront pas comme c'était prévu initialement le 15 décembre. Ils resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier 2021. Pour les théâtres, les salles de spectacle ou encore les musées, c'est un nouveau coup dur. Sébastien Germain s'est rendu à Malraux, scène nationale à Chambéry, qui malgré la déception de ne pas pouvoir rouvrir, continue de soutenir les artistes. Reportage. L'immense scène de la grande salle de Malraux, scène nationale, restera donc désespérément vide, au moins jusqu'au 7 janvier 2021. Ainsi en ont décidé les autorités. Avec ce nouveau report, c'est toute la logistique de l'espace Malraux qui est modifiée. Tout ce qui avait été mis en place et préparé est à mettre aux oubliettes, et c'est l'impression d'un éternel recommencement qui prédomine. On était dans l'attente parce qu'en fait on s'était préparé à réouvrir avec 6 spectacles, plus des films, plus une expo. On était assez joyeux de cette réouverture et voilà, ça a été le coup de massue, et maintenant on est tous occupés à défaire, réorganiser encore une fois, et c'est un peu dur. Ouais. Ce nouveau contretemps s'accompagne d'une grosse dose de frustration car les réservations et la billetterie avaient fonctionné à plein régime dans l'optique de cette réouverture. Les gens se réjouissaient de revenir en se disant qu'avec le masque et les consignes sanitaires respectées dans les salles, on était en sécurité, et en se disant qu'ils avaient besoin de ça dans le moment, c'est-à-dire du sel, du lien, quelque chose de vraiment vivant dans la vie. Fort heureusement, malgré la fermeture, l'espace Malraux n'est pas un lieu sans vie, bien au contraire, et il continue d'accueillir des artistes en prévision de futures représentations. Il faut trouver un moyen de continuer à être ouvert, à être stimulé, à être intelligent, malgré les conditions qui sont vraiment très défavorables. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment adoré pouvoir venir ici, travailler avec des gens, discuter, questionner ce qu'on est en train de faire. Et moi, ça m'a fait un bien fou. La base, le tiers-lieu de Malraux, scène nationale, est lui aussi le symbole de cette activité, pas complètement en sommeil.
Exemple avec le collectif d'artistes L'Endroit. On a vraiment travaillé sur l'idée d'une création collective et de tenter de faire une proposition pour le mois de juillet autour de ces 6 artistes qui se rencontrent aujourd'hui et qui vont tenter de faire une proposition extrêmement collective, très horizontale dans le choix, dans les partis pris, etc., qui risque de donner quelque chose d'assez étonnant. En attendant, avec une certaine appréhension, la date du 7 janvier prochain, Malraux Scène Nationale est bien décidée à prouver que la culture en danger aujourd'hui doit rester avant tout quelque chose d'essentiel. Comme chaque vendredi, l'Académie de Grenoble a publié ses chiffres concernant l'épidémie dans les établissements scolaires. Elle a indiqué que l'école maternelle Lamartine de la Motte-Servolex a dû fermer ses portes pour cause de Covid. Par ailleurs, 7 classes ont fermé dans d'autres établissements, dont 2 en Savoie et 3 en Haute-Savoie dans des collèges et des lycées. Une première réunion s'était tenue en octobre. Le deuxième volet de la conférence sur la mobilité saisonnière a eu lieu cette semaine à Annecy. Les élus de l'agglomération se sont concertés avec pour objectif le désenclavement de la rive ouest du lac. 10 propositions ont été retenues. Elles seront mises en place dès l'été prochain. C'est un reportage d'Aude Frappin. Avec une moyenne de 25 véhicules chaque jour sur la rive ouest du lac, la circulation a été particulièrement dense cet été. Pour la présidente de l'agglomération, il était temps d'agir. On a eu des encombrements catastrophiques et avec des bouchons qui parfois pouvaient, sur la rive ouest, dépasser les 2 heures pour faire simplement 10 km. Donc à ce moment-là, on a dit stop, plus jamais ça. Il faut vraiment réagir et agir. Et c'est en ce sens-là que nous avons effectivement mis en place, avec François Estorgue et les maires concernés sur la rive ouest du lac, cette première conférence des mobilités saisonnières. Acteurs économiques, citoyens et élus se sont donc réunis autour de la table pour trouver des solutions. Au total, 10 propositions ont été déclinées. Parmi elles, plusieurs ont été prises pour encourager l'usage du vélo. On va faire une expérimentation sur la rive ouest. Vous aurez possibilité sur Saint-Joriot, sur ce Vézovrier, de prendre un vélo en libre service pour 10 minutes, pour 20 minutes, pour 60 minutes, pour rejoindre le centre-ville d'Annecy ou tout simplement aller sur Douin en vélo de Saint-Joriot, de Sevrier ou d'Annecy. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette offre de vélo libre service sera mise en place par la Cibra sous l'entité et la marque Vélonossi. Donc on renforce encore la proposition de Vélonossi. Tout le défi sera d'imaginer des tracés adaptés, alors qu'un tiers des cyclistes de l'agglomération soulèvent un manque de sécurité lorsqu'ils sont à vélo, notamment à Annecy. Et bon, sur la route, c'est très dangereux. Moi, j'ai toujours peur. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des points, on va dire, névralgiques de la circulation où les cyclistes sont réellement en danger. Le vélo, aujourd'hui, c'est au quotidien. Je prends quasiment pas la voiture parce que sur les trajets que je pratique, c'est sécurisé. Si ce n'était pas le cas, je ne le ferais pas. Et je pense qu'il y a d'autres zones où c'est moins sécurisé. Mais après l'échec de la Corona Piste inaugurée cet été, des alternatives ont pu être avancées. La Corona Piste, on a bien vu effectivement ses avantages et ses inconvénients. Et donc le troisième acte pour améliorer effectivement la circulation à vélo, et cette année, on ne prendra plus la place de la voiture au niveau de l'hôtel de ville. On va transférer, créer un pont transitoire, expérimental, qui permettra effectivement au vélo de passer tout en continuité jusqu'à la piste cyclable qui arrive au-dessus de la Puya, sans avoir à utiliser la route. Intensifier le passage des bus entre les sites touristiques de l'agglomération et améliorer l'offre de navettes lacustres font également partie des propositions. Elles seront inaugurées dès l'été prochain. Pour aller jusqu'à la fin de ce journal, nous retrouvons notre chroniqueur Vincent Poirier, co-gérant de la librairie BD Fugue à Annecy. Il nous livre ses précieuses idées de cadeaux pour Noël. Alors à vos crayons, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en compagnie de Vincent Poirier de BD Fugue. Salut Vincent. Salut Victoria. Comment ça va? Ça y est, tu as pu rouvrir? Ça y est, on est réouvert. Les gens peuvent à nouveau effectivement venir. On est un petit peu décontenancé, semi-confiné mais ouvert. C'est bon. Écoute, les gens peuvent faire leur cadeau de Noël, ma foi, plutôt dans un climat confortable. On craignait la cohue et finalement on a vraiment le temps de les conseiller et ça se passe très très bien pour ça. Justement, on va avoir plein d'idées de cadeaux de Noël avec toi aujourd'hui. À commencer par une belle sortie qui est là, ce magnifique sapin que tu as fait. Il faut flinguer Ramirez, le tome 2. Oui, c'était une des bandes dessinées les plus attendues. Je crois qu'il n'y avait pas une seule journée de l'année 2020 où on ne nous a pas demandé quand est-ce que sortait le tome 2. Il a été annoncé à grand renfort pour le 18 novembre et tout s'est écroulé
confinement. Finalement, la sortie a été reportée au 2 décembre. Il vient donc juste d'arriver ce mois-ci. Et c'est un titre absolument remarquable dans son entièreté. C'est-à-dire que le tome 1, déjà, nous avait quand même mis une bonne grosse claque. Le tome 2 vient la confirmer. On est un petit peu dans la parodie des films d'action des années 80, la Bruce Willis, où ça pétarade de partout. Mais en même temps, avec un rythme à la Tarantino, de l'humour, des dialogues assez géniaux, très décalés, ce qui fait qu'on est sur une fusion de genres, action, humour, et en même temps une BD qui se prend de toute façon effectivement pas au sérieux, donc ce qui fait qu'on est là avant tout pour se régaler. Tous les chapitres sont entrecoupés de fausses publicités. Il y a des passages qui viennent se rajouter au dessin qui est de toute façon déjà très fort, et ce qui fait que en fait, une fois la lecture terminée, il y a encore plein de choses à lire parce que il y a tous ces petits détails sur lesquels l'auteur a lui-même passé beaucoup de temps. Rien que la page de garde pour démarrer, il y a 20 minutes de lecture avant de démarrer vraiment. Donc là, voilà, Il faut flinguer Ramirez, c'est gros coup de cœur. C'est assez décalé, effectivement. Oui, je vais jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre aussi comme sortie là, plus ou moins récente? Moi, j'ai envie de proposer un petit peu plein de choses différentes. J'ai envie de dire, il y a eu énormément, je te le disais tout à l'heure avant qu'on tourne, il y a eu tellement de choses que j'avais envie de vous en conseiller 40. Je sais qu'on a un temps un petit peu limité. Alors j'ai choisi ce qui me semble être un peu l'élite du moment aussi. Vernon Subutex, c'est l'adaptation des 3 romans de Virginie Despentes. Donc, Virginie Despentes, on la connaît beaucoup effectivement dans la littérature. La série Vernon Subutex avait été adaptée aussi en série sur Canal+, avec Romain Duris. J'avais adoré les romans, j'avais été un petit peu plus en retrait sur la série télé. C'est vrai qu'une adaptation, c'est jamais simple. Et pourtant, Luz, donc un des grands auteurs historiques de Charlie Hebdo, nous prouve qu'une adaptation peut être vraiment au niveau des romans. Je me demande même s'il n'a pas réussi à faire passer un cap, une sorte de cerise sur le gâteau. En fait, il a une façon de raconter par l'image qui est juste prodigieuse. Il réinvente l'art séquentiel, il a une façon de mettre en scène le dessin qui en fait se rajoute à l'écriture de Virginie Despentes qui est déjà remarquable. Et leurs deux écritures, parce qu'on va parler d'écriture graphique presque pour Luz à ce moment-là, font qu'effectivement on passe des caps véritablement. Vernon Subutex, c'est un ex-disquaire, un peu loser, il a eu son heure de gloire, et puis le disque s'est un peu effondré, les disquaires ont mis la clé sous la porte, et il s'est retrouvé complètement démuni. Il avait une star désormais internationale de la pop qui était devenu un de ses amis, ex-client, qui vient de décéder. On est dans une sorte de déchéance annoncée au début de l'histoire, et puis petit à petit, on va redécouvrir avec lui ses ex-clients, ses ex-amis, pour voir comment effectivement il peut lui s'en sortir en faisant un peu des sbroufs pour pas leur montrer qu'il est dans la panade. Et la galerie de personnages, les situations, la psychologie, tout ce qui va se passer dans ce récit, c'est juste extraordinaire à quel point on est pris dedans, à quel point c'est authentique. Et moi j'ai trouvé brillant les idées de narration. Là par exemple, Vernon, dans les premières pages, il va nous expliquer comment il est passé de stagiaire à patron et toutes ces années qui sont passées chez le disquaire. Et on voit tous les disques qui s'enchaînent petit à petit et qui nous font comprendre le temps qui est passé avec les années finalement d'apparition des disques, le rideau de fer qui tombe. On va avoir aussi des symboles. On a une pochette de disques, les Ramones, où ils sont nombreux. Il explique lui à quel point petit à petit il a perdu ses amis. On voit la pochette qui est utilisée pour finalement que tout le monde disparaisse dessus. Enfin voilà, il y a plein d'astuces graphiques en plus d'une écriture remarquable. Donc ça c'est très très gros coup de cœur. 300 pages et c'est une première partie sur 3 romans, mais il y aura 2 bandes dessinées. Il travaille à fond sur la suite. Donc pour l'automne prochain, suite et fin. Bon, vous lisez une page par jour. On a le tome 2 qui s'enchaîne directement. Pour les vacances de Noël. Ça va être bien. Et je voulais conseiller quelque chose qui, à mon avis, est vraiment la bande dessinée qui peut plaire à tout le monde. Toute génération et même toute culture de lecteur. Il est dans les coups de cœur adultes, mais c'est même dans les coups de cœur jeunesse que je t'amène pour te le montrer. Parce que ça fait partie de ces rares titres, effectivement, qui sont vraiment du grand public au sens exact du terme. Ça peut être lu jeune. À partir du moment où on a un bon niveau de lecture, ça fonctionne directement. Et après, il n'y a plus de limite d'âge. Ça va être Le Serment des Lampions.
Serment des Lampions, c'est un Américain qui vit au Japon qui a fait ça. Je pense qu'il y a une vraie fusion là aussi des cultures. C'est aussi pour ça que je disais que ça va plaire à tout type de lecteur, parce que finalement, américain, c'est des comics, mais vit au Japon, c'est du manga, mais c'est bien de la bande dessinée. Donc on est déjà sur une fusion de genres. Et le Serment des Lampions, c'est l'histoire d'un village qui a une tradition. Au solstice d'automne, chaque année, il dépose un lampion dans la rivière. C'est illuminé, c'est magnifique, ça fait une coulée de lumière. Et puis là, tu as les ados de ce village qui ont pris une décision. Ils viennent de faire, on les voit effectivement, ils viennent de faire un serment, le serment des lampions. On prend nos vélos, on suit les lampions, on ne se retourne pas, on ne fait pas demi-tour. Il faut du courage. Oui. Bon, ils vont pas tous avoir ce courage en fait. Il y en a d'abord un qui va dire bon les gars, finalement, je suis pas sûr. Un deuxième, j'avais dit que je ne vais pas rentrer trop tard. Et puis surtout, ils arrivent au niveau d'un pont. Et là, tout le monde se déballonne, sauf deux. Et effectivement, ce pont, c'est la limite. Ils avaient juré à leurs parents de ne jamais franchir ce pont. Deux vont être un peu plus courageux que les autres, à tort ou à raison. En tout cas, une fois le pont passé, un peu à l'instar du voyage de Chihiro d'Alice au Pays des Merveilles, c'est comme si on passait dans un autre monde. Et la comparaison s'arrête là. Parce que tout ce qui va se passer suite à ça, on ne l'a jamais vu nulle part. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce titre-là, c'est qu'on n'a pas l'impression d'une redite, on n'a pas l'impression de se dire « Ah oui, c'est comme dans… » Non, en fait, tout est merveilleux, tout est même poétique, onirique. Et c'est vraiment extraordinaire, tout ce qui a été déclenché suite à ça. Donc ça va être un cumul de rencontres, ça va être un cumul d'événements, tous plus surprenants les uns que les autres, mais toujours, comme je te le disais, avec malgré tout énormément de charme et de poésie. Quand tu le lis, quand tu le regardes, tu penses aussi à ce qu'est faire Miyazaki pour justement ce mélange de genres. Le fantastique, souvent, il y a des gros ennemis, il y a des molosses, il y a des muscles, il y a de la magie noire, il y a tout ça. Là, on est vraiment dans quelque chose où on ressort, on a rêvé tout en étant éveillé. Et ça, c'est formidable. Et j'aime beaucoup les dessins. C'est beau, vraiment, hein ça a l'air d'être un beau voyage aussi, assez épais, mais du coup c'est bien. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir tenir longtemps. Toutes mes lectures pour Noël et les idées de cadeaux. Et j'en ai encore 40 autres, alors non. On ne pourra pas faire 40 minutes, mais merci beaucoup en tout cas Vincent de nous avoir encore une fois accueillis chez BD Fugue. Et merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, un nouveau tête-à-tête. Nous partons à la rencontre de Nathan Paulin, eyeliner, funambule, véritable poète des airs, accroché à sa ligne de vie. Je vous retrouve donc tout de suite la tête dans les nuages, les pieds dans la neige, accompagné derrière la caméra par François Pirot. Ne manquez pas cet entretien à suivre. Je vous souhaite une belle soirée sur 8 Mont-Blanc, un week-end plein de douceur. À très bientôt.